Bienvenue sur Contact Pro Live. Nous sommes toujours en conversation avec Papa Louboya sur son livre qu'il a écrit, le livre qu'il a intitulé La Renaissance de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans un chapitre qui est un peu plus penché sur sa conviction. Il a intitulé le chapitre Les idées forces de ma conviction pour un bon leader. Bonjour papa. Comment ça va? Bien. On se retrouve encore comme d'habitude pour analyser un peu ce que vous avez écrit. On n'arrive jamais à trouver des solutions capables de mettre fin à ce genre d'antagonisme et à comprendre le bien de tout le monde et asseoir une politique de développement et d'épanouissement du peuple. Donc voilà les conséquences de soi-disant humanisme de l'Islam de Okay. C'est cette situation désastreuse. Est-ce qu'il y a deux choses ici? Est-ce que la colonisation ou la venue de Blancs a essayé un peu d'effacer cet Ubuntu en nous, de notre propre manière, pour imposer le leur à nous? Vous parlez, parce que nous étions assujettis à leur manière de vivre. Et qui était je peux l'expliquer, enfin, je ne sais pas comment le dire ici, mais qui était de nous adopter, de vivre comme eux. Pas de vivre comme eux, de vivre comme leurs esclaves, oui. De vivre comme des sous-hommes, oui. Donc, ils ne sont pas venus pour nos beaux yeux. Ils sont venus parce que ils avaient un plan de développement chez eux et que ce plan avait besoin de certaines matières premières qu'ils devaient aller chercher ailleurs. Alors, pour ne pas être handicapés dans la recherche de ces matières premières par les populations locales, il fallait maîtriser ces populations-là, il fallait les dominer. Et c'était ça l'un de leurs objectifs. Donc, ils n'avaient pas intérêt à nous voir nous développer. Souvent, j'ai toujours donné cet exemple. J'ai analysé depuis 1885, quand la colonisation a commencé en République démocratique du Congo. En faisant la sommation de quelques investissements qu'on peut retenir de grande envergure dans notre pays, pour soi-disant développer le pays. Qu'est-ce que ces investissements ont donné à la République démocratique du Congo par rapport à la richesse que la République a produite pour ces investissements? Quand on met ces rapports-là face à face, c'est vraiment scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Quand on prend les coins qui ont suffisamment alimenté la Belgique, l'Europe occidentale en matière première, en commençant par le caoutchouc, en commençant par le cacao, en commençant par le thé, le café et toutes ces choses-là. Ces régions-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont? Quand j'ai commencé à travailler au groupe agro-pastoral et que j'ai commencé à voyager dans les plantations de ce groupe, je disais toujours, mais nom de Dieu, mais il y a des gécamines partout dans ces pays. Mais ces gécamines dont je parlais partout dans ce pays, qu'est-ce que ces gécamines ont fait dans l'entourage auprès des populations qui ont valorisé par leur travail ces implantations? Donc là, ce sont des illustrations que l'individualisme a primé maintenant sur la communauté et donc nous avions perdu le sens de Ubuntu. Donc dans votre livre et dans vos convictions personnelles, les leaders doivent se revenir en eux, apprendre cette valeur d'Ubuntu comme un élément très très important à considérer dans la renaissance que vous êtes en train de parler ici. Alors, on va parler un peu de la conscience. Comment est-ce qu'on va comment dire, quel est ce mot-là? Comment on va émouvoir cet état de conscience d'Ubuntu en nos leaders, par exemple? Parce que ça, c'est une part des solutions que vous parlez dans votre livre. Comment est-ce qu'on va le faire? L'être humain, même la Bible le dit,
est composé de deux parties. Il y a ce que la Bible appelle corps spirituel et corps charnel. Et en d'autres termes, la spiritualité n'est pas à comparer aux choses matérielles que nous vivons. Les choses matérielles dépendent de la spiritualité. Alors, quand vous posez la question, comment faire que nos leaders arrivent à prendre conscience? Qu'est-ce que c'est la conscience? Vous savez... Ici, vous avez défini comme un jugement que nous portons au-dedans de nous-mêmes, voilà, sur nos pensées, nos actions, prendre conscience est le commencement de toute connaissance. Voilà. Donc, si je peux un peu aller un peu dans le chemin que vous prenez ici, il faudrait que nous ayons des leaders consciencieux de leur place dans la société. Et qu'ils doivent exprimer cet ubuntisme, comme je peux dire. Donc, et vous développez ça très bien ici. Vous dites le développement d'un pays est le fruit des choix et des décisions des politiques adoptées. Or, maintenant les leaders qui sont là, les leaders qui sont là, comment vont-ils, comment allons-nous les savoir qu'ils sont ils ont cet humanisme en eux? Bon, de bonnes actions comme de mauvaises actions s'aperçoivent par la manifestation. La conscience, c'est un concept spirituel, c'est un concept immatériel, c'est un concept invisible, mais qui constitue le départ de toute pensée. Parce que tu ne peux pas arriver à manifester une action si tu n'as pas pensé. La pensée finit par produire une action. Et l'action ne peut pas exister s'il n'y a pas de pensée. Et cette pensée vient de l'observation que tu fais à partir de ta conscience. Donc ta conscience, si tu n'as pas conscience, il t'est difficile d'accéder à la vraie connaissance. La conscience, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est en nous. Et chaque individu est doté de cette conscience. Le problème que nous avons, c'est comment accéder à cette conscience. C'est pour cela que le travail que la colonisation a fait, c'était de brouiller notre conscience. Conscience qui était déjà difficile à atteindre par le fait que cette conscience est incarnée dans la chair, comme dit la Bible. Oui. Et que nous nous laissons guider par les sens charnels. Et en nous laissant guider par les sens charnels, nous n'arrivons pas à remplir la mission qui est la nôtre, de vivre vraiment en harmonie. Alors, la conscience est cette capacité, d'initier les choses, de créer des choses en vue de vivre une vie en harmonie avec les autres, une vie en harmonie avec l'environnement dans lequel nous vivons. Oui. Je ne sais pas si oui, vous avez ici, parce que je suis en train de suivre le texte que vous aviez écrit, qui est très 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 profond ici. Vous dites que le développement d'un pays est le fruit des choix, des décisions, des politiques adoptées. L'ensemble des raisonnements nous amène à la décision de politiques positives ou négatives. C'est-à-dire que quand un bon leader ou les choix de nos leaders doivent être basés sur les gens que nous pensons qui peuvent incarner ces valeurs ici. Bon. Comment on peut les savoir? Nous parlons d'un leader d'une manière idéale. Ok. Actuellement, l'expérience de mon pays, l'expérience de notre pays, nous montre que nous n'avons pas eu de leader éclairé.
C'est le pourquoi de ces livres. Oui, c'est le pourquoi de ces livres. Ouais. Pourquoi on n'a pas eu de leaders éclairés? Parce que tous ils ont été guidés par les besoins matériels, par le positionnement. C'est-à-dire que ils ne sont pas rentrés en eux-mêmes pour prendre conscience des responsabilités qu'ils doivent assumer, responsabilités qui sont pour gérer le peuple. Donc, ce sont des serviteurs du peuple. Oui. Dans ma langue, on dit Mukalengawa Bantu, Bantuwa Mukalenga. C'est-à-dire que le leader ne peut pas exister s'il n'y a pas de population. Exactement. Donc, le leader existe parce qu'il y a une population. Donc, il est le serviteur, il est l'émanation de la population, il est le serviteur de cette population. Alors, beaucoup de leaders que nous avons eus, ils ont utilisé la population pour leurs besoins. C'est ça que l'analyse de l'expérience politique de notre pays depuis 1960 nous indique. Les leaders ont utilisé les populations. Juste pour, comme marchepied, pour satisfaire leurs besoins individuels. Nous nous sommes entretués entre nous-mêmes, les populations. Maintenant, nous avons presque 60 ans de l'indépendance. Comment nous ne sommes pas arrivés à la paix entre populations, alors que nous disons qu'il y a la même identité congolaise? Ok, pour terminer un peu sur ce chapitre d'Ubuntu, est-ce que vous pensez que en nous, Congolais, nous avons cet esprit ici? Nous avons cet esprit parce que c'est quelque chose qui est dans chaque individu. L'individu peut être mauvais, mais cela ne veut pas dire qu'en lui, il n'a pas cette conscience. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est que il s'est laissé emporter par des aspects extérieurs, des aspects émotionnels, au point d'être incapable d'accéder à ces pouvoirs, à cette possibilité d'avoir la lumière qui peut le conduire. Oui, quelque part dans votre livre, vous aviez donné l'exemple des villages qui accueillaient les passants ou bien l'étranger qui arrivait. Voilà, c'est ça. Et c'est là où vous dites que l'expérience, le Ubuntu, est dans le chef même du Congolais, mais qui est dormant. Donc, elle est dormante. Donc il suffit d'en avoir conscience. C'est pour cela que vous aviez évoqué la conscience. On va prendre une pause et on revient dans quelques instants.